Disons que le partenariat entre l'Europe et l'Afrique a une longue trajectoire, passé par différentes phases, par différentes aussi modalités ou des cadres porteurs de cette vision commune et partagée entre les deux continents sur leur avenir, sur l'avenir de leur coopération. Il s'agit évidemment de faire un bilan, mais le bilan se fait de manière régulière, il est certain, et de pouvoir définir ou apporter un certain nombre de réponses plus exactement à des questions qui restent pendantes. La première des questions pendantes, c'est quel est le cadre le plus approprié pour optimiser ce partenariat. Aujourd'hui, nous voyons que les rapports entre l'Europe et l'Afrique se déploient dans 3 cadres différents. Pour les pays de l'Afrique du Nord, c'est la politique de voisinage. Pour les pays africains pris globalement, c'est la stratégie commune retenue à travers les sommets de partenariat Afrique-Europe, dont le dernier a eu lieu à Abidjan il y a 2 ans, ou 1 an et demi très exactement. Et le troisième, c'est aujourd'hui le cadre qui est en cours de négociation entre les pays d'Afrique, ou la plupart des pays d'Afrique en dehors de l'Afrique du Nord, y compris les pays ACP, et dans le cadre d'une vision de renouvellement de l'accord de Yaoundé, de Lomé et aujourd'hui de Cotonou. Nous sommes dans une logique de Cotonou. Donc nous avons 3 cadres qui expriment d'une certaine manière l'éclatement de cette vision des rapports entre l'Europe et l'Afrique. Parce qu'elle est soit régionalisée, soit ouverte géographiquement sur des pays qui ne font pas partie de l'Afrique. Et donc par conséquent, il s'agit de mettre, je dirais, de l'ordre. Ce débat n'est pas propre aux pays africains, parce que déjà l'Union africaine a demandé il y a quelques mois, au moment du lancement de la pré-négociation Cotonou, d'aller vers un schéma continent à continent, dans lequel tous les pays africains, l'Afrique du Nord, puis le reste de l'Afrique subsaharienne, parlent d'une même voix ou définissent une vision qui leur serait commune pour être des interlocuteurs vis-à-vis de l'Europe en tant qu'ensemble continental. Cette formule n'a pas eu l'adhésion ni de l'Union européenne, qui à un moment donné était sensible à cette proposition, mais qui dans un autre moment a cédé à un certain nombre de pressions, notamment celles qui tendaient au renouvellement des accords ACP. Et en même temps, les pays de l'Afrique du Nord aussi ne savaient pas dans quel cadre ils allaient se retrouver dans cette post-Cotonou. Parce qu'évidemment, leurs relations avec l'Europe sont des relations très différentes des modalités commerciales, des modalités financières, etc. Donc un des prérequis, c'est justement cet aspect-là institutionnel qui me semble important. Certains vous diront que c'est un peu le contenant. L'essentiel, c'est le contenu. C'est qu'est-ce qu'on met dans cet accord ou de partenariat, ou quels sont, par rapport à cet accord, les prérequis nécessaires pour défendre des intérêts stratégiques communs. Ça, c'est un aspect évidemment qui est aussi important. Le prérequis donc, c'est de rapprocher les deux continents autour d'un certain nombre d'objectifs communs. L'objectif de l'Afrique, c'est évidemment le développement. L'objectif de l'Afrique, c'est résoudre un certain nombre de questions structurelles pendantes avec l'appui et l'aide de l'Europe, tout en comptant sur ses propres forces. Ça, c'est évidemment une vision qui est portée par l'Afrique. L'Europe cherche évidemment à faire de ce continent aussi une nouvelle frontière de la croissance, parce que là, l'Europe peine dans sa dynamique de la croissance, mais en même temps, elle est face à un problème qui aujourd'hui envahit et obscurcit les visions de l'avenir entre les deux continents. C'est la question de l'immigration et ses modalités de règlement qui ne sont pas encore clairement établies, parce qu'il n'y a pas d'accord entre les deux continents sur les modalités de règlement de cette question de l'immigration, notamment de l'immigration irrégulière, et pas seulement. D'autre part, un des prérequis, c'est d'aller vers la définition évidemment d'intérêts conjoints. C'est vrai que l'Europe part d'un discours où nous devons partager les mêmes valeurs, où nous devons aller vers des convergences d'intérêts. Mais il faut donner du contenu à ces termes, à ces concepts. C'est l'objet évidemment du dialogue
continue entre ces deux continents à travers leurs représentants, que ce soit à l'échelle des États ou à l'échelle des pays, mais aujourd'hui, définir au mieux les intérêts stratégiques des deux continents, de répondre aussi aux priorités qui sont différenciées à l'intérieur même de l'Afrique, entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, et à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne, entre les communautés économiques régionales. Donc il y a des points communs, mais en même temps il y a des différences d'intérêt. L'essentiel est de parvenir à dialoguer de manière continue et à donner aux institutions une dimension positive dans l'efficacité à la fois de la représentation de ces intérêts et dans la mise en œuvre de ces intérêts. Ce nouveau paradigme, il est en cours de négociation. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte qui a changé. L'environnement de l'économie mondiale, l'environnement de la géopolitique internationale change. Et donc, par conséquent, les deux continents ou les deux partenaires sont dans une logique toujours de redéfinition de leur position, non seulement dans la relation entre eux, mais comment ils voient la relation ou le partenariat Europe-Afrique dans le monde par rapport à d'autres puissances montantes et qui s'affirment comme étant des grandes puissances présentes en Afrique. La Chine évidemment, le retour des États-Unis et progressivement la Russie qui est en train aussi de se frayer un chemin dans l'Afrique à partir évidemment de relations avec quelques pays importants dans le continent africain. Donc par conséquent, ce paradigme, il appelle non seulement à définir cette vision commune, comme je disais tout à l'heure, mais aussi de dire quelles sont les modalités de la mise en œuvre de cette vision commune. Et aujourd'hui, le paradigme, c'est celui de dire, bien, comment pouvoir mobiliser les ressources affectées à l'Afrique. Est-ce que ces ressources doivent être affectées à l'Afrique pour l'appuyer dans son développement, doivent avoir comme principe fondamental celui de la sécurité. Oui, la sécurité est une question déterminante et fondamentale. On ne peut pas construire une relation, que ce soit à l'intérieur des pays du continent africain ou à plus forte raison dans les relations avec le Nord, si le continent n'est pas stable. Donc l'aide à la stabilité est un élément fondamental. Et l'aide à la stabilité aujourd'hui fait en sorte que les questions de l'immigration, comme je disais tout à l'heure, les questions de la fragilité de certains États prennent le pas sur la vision du développement, prennent le pas sur comment définir ensemble des réponses à des questions fondamentales qui sont des biens publics mondiaux, la question du changement climatique et de ses effets sur la déstabilisation des pays d'Afrique. La question aussi de la pauvreté, de la réduction de la pauvreté. La question des inégalités au sein de ces pays. Et évidemment, ces réponses doivent être trouvées dans un premier temps dans la réflexion au sein du continent africain et solliciter l'Europe pour définir une vision commune. Et donc le paradigme, c'est aussi quoi? Le nouveau paradigme, c'est de prendre en considération le fait qu'il ne s'agit pas tout simplement de libérer les barrières à l'entrée des biens ou même des services. Autrement dit, de construire des schémas de libre-échange. Vous voyez que déjà aujourd'hui l'Afrique a reçu avec beaucoup de réticence l'offre européenne des accords de partenariat économique qui ont été débattus, négociés et qui ont mis pratiquement 8 ans, 9 ans à trouver une forme adéquate acceptée par les deux parties et jusqu'à aujourd'hui, ces APE ne sont pas signés par tous les pays africains. Pourquoi? Parce que justement, ils répondaient à un paradigme ancien, lequel? Celui de régime de préférence. C'est-à-dire que l'Europe donne des préférences à l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans une compétition mondiale et l'Afrique doit bien accepter l'idée de la réciprocité. Mais cette réciprocité des échanges, c'est-à-dire j'accède à votre marché européen, mais l'Europe accède au marché africain sans grande barrière, mais de manière modulée, pour que justement cette réciprocité puisse être gérée dans le temps sans effet de destruction sur les structures fragiles des économies des pays africains. Voilà un des changements de paradigme. Le deuxième changement de paradigme, c'est quels sont les critères que l'on va retenir pour
définir ensemble l'affectation des ressources mobilisées par le budget européen dans les différents pays, c'est-à-dire la proximité, c'est-à-dire la complémentarité, c'est-à-dire l'efficacité enfin de ces ressources. Donc autant de paradigmes nouveaux qu'il s'agit de mettre ensemble pour définir une vision qui soit cohérente mais qui soit mutuellement partagée et que pour ce partenariat ne vienne pas de manière, je dirais, verticale, de haut vers l'Afrique, mais que l'Afrique soit véritablement une partie prenante de la construction de ce partenariat. Cette question de l'aide a donné lieu à de grands commentaires et beaucoup de littérature. Rappelez-vous, déjà il y a 10 ans, on disait « Est-ce que l'Afrique a besoin encore d'une aide ?» L'Afrique doit compter sur ses propres forces. Oui, elle doit compter sur ses propres ressources, elles sont importantes, à la condition qu'elles soient, ces ressources, mobilisées de manière efficace et affectées de manière judicieuse au bénéfice des populations africaines. Mais il y a beaucoup de pays africains qui ont encore besoin de l'aide publique internationale et donc de ces composantes importantes. L'Europe est une composante importante du système d'aide internationale. C'est le premier ensemble donateur à l'Afrique. Et donc beaucoup de pays africains ont besoin encore d'aide. Parce que souvent on rencontre ce discours, l'Afrique n'a plus besoin d'aide. Elle a besoin d'assistance, elle a besoin d'être reconnue comme un partenaire win-win, c'est-à-dire qui traite sur les mêmes points d'égalité que l'Europe. Oui, il faut évidemment se donner cette personnalité, cette capacité de négocier, cette capacité d'être porteur d'une vision qui est celle du continent, mais beaucoup de PMA se trouvent en Afrique. La question des inégalités et de la pauvreté, comme je disais tout à l'heure, c'est fortement ressenti dans beaucoup de pays. La fragilité des États, beaucoup d'États, font qu'elles n'ont pas les constituants pour définir des politiques de services publics adéquats pour répondre aux populations. Donc la question de l'aide reste sur le panier. Mais maintenant, quelle aide? Comment la gérer? Comment la définir? Selon quelles règles de transparence? Selon quelles règles d'efficacité? Selon quelles modalités de transparence et donc enfin éliminer toutes les aspects de corruption, les aspects enfin aussi de gestion administrative de l'aide? L'aide au bénéfice de qui? Au profit de qui? Qui définit les priorités? C'est une question extrêmement importante. C'est pour cela qu'autour de cette question de l'aide, il faudrait qu'il y ait une approche multi-acteurs. Ce n'est pas tout simplement l'État qui négocie des ressources avec le donateur, c'est l'État qui négocie, mais avec une implication de l'ensemble de la société civile, des organisations professionnelles, pour mieux définir les priorités et les besoins. Donc, question d'efficacité. On a besoin de l'aide, mais c'est surtout la question de la déperdition de l'aide qui pose un problème. Souvent on dit, enfin l'aide, mais à quoi elle a servi? Et est-ce qu'on va continuer à aider un continent qui n'arrive pas à absorber cette aide de la manière la plus judicieuse? Oui, mais il y a des modalités de conditionnalité. Pas nécessairement de conditionnalité politique au sens strict du terme, même si la conditionnalité des libertés, de respect des droits de l'homme est extrêmement importante à prendre en considération. Mais l'efficacité, c'est de savoir identifier quels sont les secteurs, quelles sont les activités qu'il faudrait soutenir. Aujourd'hui, comme je vous disais, si on prend l'évolution de l'aide accordée par l'Europe et l'aide internationale à l'Afrique, elle s'oriente vers 3 domaines fondamentaux. La gestion des flux migratoires, parce que c'est considéré comme une menace pour l'Europe, et il faudrait donc la juguler et aider enfin ces populations à rester sur place, à trouver une forme d'activité économique et sociale, à s'insérer dans une logique d'inclusivité, ce qui peut être une bonne chose, évidemment, mais en même temps, une logique de sécurité, comment stabiliser les pays par des raisons enfin, de renforcer le rôle de l'État, la puissance de l'État, l'hégémonie, je dirais, de l'État pour donner justement les garanties enfin, d'un pays qui fonctionne normalement et qui fonctionne régulièrement, mais en même temps et surtout la question aussi du changement climatique qui a un lien extrêmement étroit avec la mobilité des personnes qui quittent évidemment leur territoire, qui quittent leur zone d'origine
parce qu'elles subissent évidemment cette pression face de l'environnement sur leurs conditions de vie. Donc ces trois domaines sont les domaines les plus importants qui aujourd'hui monopolisent enfin l'affectation de la dette. Mais parallèlement à cela, on a tendance à oublier d'autres domaines aussi importants. L'aide au commerce, c'est-à-dire à la mise en relation des acteurs économiques et sociaux pour créer des possibilités d'échange entre le continent européen et le continent africain. Deuxième domaine, l'aide au développement, pour répondre évidemment à des besoins essentiels, pour répondre aux questions des infrastructures qui sont, je dirais, le grand déficit de l'Afrique, pour pouvoir justement créer les conditions endogènes enfin, du développement. Et ajouter à cela, évidemment, pas tout simplement la question du financement des infrastructures, c'est aussi la question de tout ce qui est accès aux services essentiels de base, l'eau, l'électricité, évidemment les routes rurales, et j'en passe. Donc il y a des domaines de priorité qui sont fondamentaux. Ajouter à cela, aujourd'hui, commence à émerger une nouvelle tendance de l'aide, encore très embryonnaire. C'est celle d'aider à la mise en place des chaînes de valeur économiques, des chaînes de valeur à l'intérieur des nations, des pays, et des chaînes de valeur régionales. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur? C'est comment aider un pays à mettre en place un certain nombre d'activités qui lui permettent, en partant de ses ressources naturelles, de les transformer sur place pour gagner plus de valeur. Au lieu de vendre du cacao à l'état brut, au lieu de vendre du coton à l'état brut, comment créer une chaîne de valeur, c'est-à-dire développer des activités en aval. Et cette ouverture est extrêmement intéressante parce qu'elle va permettre de mettre en relation les acteurs du privé autour d'un certain nombre de projets communs et de projets conjoints, renforçant la capacité de l'Afrique à disposer d'une offre exportable avec une valeur additionnelle qui ne peut être que bénéfique à la fois pour les populations et pour le développement en général enfin de ces pays.